Alors moi, Donc sur la pathologie de l'avant-pied voilà, j'ai eu la charge de, chez le coureur. voilà, c'est ça, de vous parler un petit peu de la pathologie de l'avant-pied chez le coureur. Donc je comptais un petit peu sur l'examen de la cheville, mais vous l'aurez juste après. Donc je ne reviens pas sur le fait que la course à pied, vous voyez bien, ouais, que la course à pied est un sport très populaire, beaucoup de gens le pratiquent à différents niveaux. On connaît les bienfaits sur le cardio, le bien-être, etc. Moi, je vais plutôt vous parler des cas d'excès de cette pratique, excès de running en temps, en distance, en fréquence d'entraînement, qui peut exposer du coup le coureur, plus ou moins entraîné, à des troubles liés à la pratique de ce sport. Ces troubles, on les connaît, on parle de fractures de fatigue, on parle de fasciite plantaire, on parle de tendinopathie, d'Achille, patellaire, etc. Toutes ces pathologies sont dues à des changements et à une augmentation des pressions plantaires induites par la pratique excessive de ce sport. Donc la course à pied est évidemment un sport très dangereux, et les pathologies vont être de trois grands types. Des pathologies liées à l'hyperpression plantaire générée par les différents impacts du coureur sur le sol. On parle des fractures de fatigue, des pathologies de la plaque plantaire, des sésamoïdes, de toutes les bursites, des métatarsalgies. Des pathologies résultantes sur les tendons, ça s'appelle les tendinopathies. On aura les tendinopathies d'Achille, le principal tendon propulseur, et la pathologie surtout des fléchisseurs qui participent lors du pas, au push-off, notamment le long fléchisseur de la luxe. Et ensuite, on a les pathologies secondaires sur lesquelles je ne reviendrai pas très longtemps. C'est plus de l'orthopédie un peu classique, le névrome de Morton, l'arthrose souvent du gros orteil et la luxe valgus. Alors il faut savoir que, rapidement, on remet les choses dans le contexte, le pas et le cycle de marche. Le pas, c'est le temps qui est compris entre l'appui du talon jusqu'à l'appui du talon contralatéral. C'est, on va dire, on marche sur deux jambes, mais le pas, c'est sur une jambe. Il y a la phase d'attaque talonnière. Puis le pas donc antérieur, le corps en arrière du pas passe en avant avec le tibia qui passe devant la ligne du corps, avec un pas postérieur juste avant la propulsion et donc la phase d'équilibre. Le cycle de marche, lui, comprend le temps entre les contacts successifs d'un même membre, donc c'est l'équivalent finalement de deux pas. Dans le cycle de marche, on retrouve une phase oscillante qui représente environ 40% du cycle, une phase d'appui. C'est là que vont arriver les problèmes, parce que la phase d'appui, elle permet de supporter le poids, d'amortir les impacts, notamment à la course, et aider à la propulsion. Il y a une phase de double appui avec les deux jambes, lorsque l'on marche normalement à allure régulière, et cette phase, elle disparaît avec la course, finalement, parce qu'il n'y avait jamais cette phase de double appui. Et donc, toutes les pathologies de la course vont découler de cette hyperpression lors de la phase d'appui. Cette étude d'abord américaine qui montre qu'en fait, quand on examine des coureurs, il y a trois types de coureurs à pied. Les coureurs qui vont attaquer, premier groupe, les rear foot strike, c'est les coureurs qui vont attaquer plus avec le talon. Les mid-foot strike qui vont attaquer globalement de manière homogène le talon et l'avant du pied. Et ceux qui vont attaquer les forefoot contact, les forefoot strike, qui vont attaquer le pied plus sur la zone antérieure plantaire lors de la course. Et cela va engendrer des pressions différentes, comme vous le voyez ici au milieu, et donc de ces pressions différentes sur la voûte plantaire, eh bien, vont parler différentes pathologies. Dans le premier groupe, ceux qui attaquent en arrière, on aura plutôt des pathologies type thalalgie, des pathologies du genou. Et dans le deuxième groupe, qui attaque plus sur l'avant du pied, on aura des pathologies plus de l'avant-pied, des métatarsalgies, des problèmes de plaque plantaire et également des problèmes d'Achille. Cette étude qui montre en fait ici l'étude de ces deux groupes de coureurs, les coureurs qui attaquent par le talon et les coureurs qui attaquent par la partie antérieure. Ils ont analysé ces coureurs sur un tapis de pression. Ils ont essayé de regarder en fait différentes zones plantaires. Il y a une dizaine de zones entre la tête du premier méta, la tête du cinquième méta, l'appui talonnier, etc. Et ils ont mis en charge ces coureurs lors d'un cycle de course, par incrémentation d'1 km/h toutes les 2 minutes, etc. Donc pour induire une certaine fatigabilité. Et ils ont essayé de regarder, de modéliser les hyperpressions avant et après la course. Et on voit que dans le groupe des coureurs qui attaquent plus par le talon, eh bien, après une course, après une fatigue, il y aura une hyperpression sur le talon, sous la tête de M1, sous la tête de M5. Dans le groupe des coureurs plutôt d'avant-pied, eh bien, il y aura une hyperpression plus focalisée sur les trois premiers métatarsiens. Et donc, cette répartition, cette hyperpression lors de la course va donner des pathologies différentes.
Bilan de la course, on augmente les pressions locales, ça augmente les pressions focales sur la voûte plantaire à des zones différentes, ça accentue la fatigabilité. La fatigabilité, donc, il y a une diminution de l'action des muscles jambiers pour réduire et absorber les chocs dus à la course. Ça majeure les déséquilibres plantaires avant et après la course. Et ça augmente la phase de contact d'appui, ce qui favorise encore tous ces désagréments, en diminuant la phase de swing. Et donc, tout ceci va générer les pathologies de l'avant-pied. Donc, je vais vous parler grossièrement donc, des fractures de contrainte, de la plaque plantaire, des sésamoïdes et d'une tendinopathie sur l'avant-pied. La fracture de contrainte, finalement, c'est quoi? Vous prenez un os sain, vous lui appliquez des activités sportives répétées, parfois sans entraînement. L'entraînement va augmenter cette hypersollicitation, ça va créer des micro-lésions, des micro-fissures, augmentant focalement la contrainte de l'os et diminuant son élasticité. Tout ça va conduire à une fracture de contrainte si on continue le processus. C'est une fracture qui est volontiers corticale, sans atteinte réelle de la médulaire, et qui va conduire à un remodelage osseux autour de la fracture, qui lui-même va augmenter les contraintes et diminuer l'élasticité. Et donc, c'est un cercle vicieux. On retrouve ces fractures de contrainte chez 10% des coureurs, dans 10% des consultations du sport, chez 1% des lycéens sportifs. Souvent, bien sûr, c'est le membre inférieur. Et les facteurs de risque sont la fréquence, l'intensité du sport, le type de sol et le chaussage. Cliniquement, c'est une douleur, évidemment, qui est volontiers augmentée pendant l'activité, diminuée au repos, très localisée, associée parfois à un œdème, et elle est évidemment plus importante après intensification de la pratique. C'est souvent le syndrome du week-end warrior, la personne peu entraînée, un petit peu en surpoids, qui va essayer de suivre ses copains lors d'un week-end un peu sportif, et voilà, fracture de fatigue. On peut potentialiser le test par un test au diapason ou aux ultrasons, en mettant un diapason sur la zone douloureuse, et là, ça réveille les douleurs. Il y a aussi le test pour membre inférieur ou du cloche-pied, et là, vraiment, le patient va vous décrire une douleur focale à l'endroit de la fracture supposée. En imagerie, donc, on fera un bilan de débrouillage, mais la radiographie nous révélera des lésions qu'à partir de 3 semaines. Il faut qu'il y ait déjà un petit remodelage, une sclérose corticale. L'écho montrera volontiers une hypervascularisation du calme, enfin, c'est un examen un peu de débrouillage. Ce qui est important, c'est plutôt le scanner et la scintigraphie qui seront des examens discriminants, sensibles, mais peu spécifiques pour la scintigraphie. Et le gold standard, ça reste quand même l'IRM, très sensible, très spécifique, qui va nous montrer un œdème osseux, d'abord cortical, extracortical, et va nous montrer jusqu'à la fracture, la fissure de fatigue. On a un staging qui a été, une classification qui a été donnée par Fredrickson en différents stades. Il y a 4 stades, enfin 5 si on prend le 4A et le 4B. En pratique, il a corrélé ça avec l'aspect IRM et le temps de récupération. Et vous voyez dans le stade 2, qui est déjà le stade qu'on voit sur l'IRM, il y a déjà 42 jours de récupération. Et le dernier stade, c'est plus de 2 mois et demi de récupération. Donc c'est quand même assez important. Donc le traitement restera un traitement orthopédique, évidemment repos, glaçage, physio, anti-inflammatoire, arrêt du sport. La consolidation est longue, entre 1 et 3 mois. On connaît des fractures qui ont un bon pronostic, celles qui sont sur les métatarsiens centraux, M2, M3, M4, c'est comme des DMMO, le cuboïde, le calcanéus, les cunéiformes, des os relativement bien vascularisés. Il y a des fractures de mauvais pronostic, la base de M3, la base de M5, les sésamoïdes qui ont une vascularisation terminale, l'hallux et les os peu vascularisés du médio-pied, le talus et le naviculaire. La chirurgie est vraiment à discuter dans les sportifs de haut niveau. On parlera de fixation et de greffe osseuse. Quand on parle maintenant de la lésion de la plaque plantaire, c'est cette zone anatomique de poulie de réflexion sous la tête du premier métatarsien qui prend un petit peu toutes les violences des impacts à chaque pas. La première pathologie a été décrite dans les années 70 chez les sportifs américains de football américain. En pratique, la plaque plantaire au niveau anatomique, c'est un fibrocartilage sous la tête du premier métatarsien qui a une vascularisation un petit peu terminale et qui voit l'insertion de plein de tendons, d'os, les sésamoïdiens, le court fléchisseur, l'abducteur, et qui va permettre de transmettre les forces à la base de la première phalange du gros orteil pour permettre une propulsion correcte. Et donc vous pourrez avoir dans la plaque plantaire des lésions avec simplement une hypersollicitation, un œdème, une lésion partielle ou une lésion complète avec carrément perte de la continuité de la plaque plantaire. Le diagnostic est bien une douleur plantaire qui augmentait la mobilisation avec un œdème, avec parfois, s'il y a une rupture complète comme ici sur les radios, bien une mobilisation frontale de la MTP. On voit sur la radiographie, en cas de rupture complète, une augmentation de la distance sésamoïde interline qui signe en fait une rupture de la plaque plantaire. L'échographie peut nous aider, mais c'est surtout, comme d'habitude, l'IRM qui fera le diagnostic, souvent tardif, et qui nous montrera une synovite, une atteinte associée des sésamoïdes ou du long fléchisseur de l'hallux. Le traitement, en gros, les premiers stades, inflammation, rupture partielle,
traitement fonctionnel, repos, guérison en 3 à 4 mois. Et le traitement peut parfois être chirurgical, vraiment en cas de rupture en aigu chez quelqu'un de sportif d'un certain niveau, et ça consistera à réaliser une voie d'abord médiale, médioplantaire, où on va réinsérer avec une petite encre sur la base de la première phalange la plaque plantaire, avec plus ou moins une broche d'arthroryse provisoire. On arrêtera le sport pendant 4 à 6 mois. La sésamoïdite, le sésamoïde, c'est un os qui est contenu, englobé dans cette plaque plantaire. On a 2 sésamoïdiens, un latéral qui est petit et rond et un médial qui est souvent, qui peut être le siège d'un bipartite, et c'est le médial qui prend le plus de force, le plus d'impact, le plus de pression lors des impacts à la course. Son rôle, c'est d'absorber les pressions et de protéger le long fléchisseur de la luxe qui passe entre les 2 sésamoïdiens. Il a un rôle de poulie de réflexion pour transférer toutes les forces vers l'avant-pied. Les pathologies seront donc des microtraumatismes, seront dues au microtraumatisme qui vont induire une certaine ischémie, voire une fragmentation nécrose, une inflammation. C'est ça qu'on appelle la sésamoïdite. Les sésamoïdiens peuvent encaisser jusqu'à 300% du poids du corps. La clinique, eh bien, ce sera toujours une douleur vraiment localisée et parfois un œdème sous la tête de M1 qui peut entraîner parfois un hallux limitus. Et elle est principalement lors de la phase d'appui, juste avant la propulsion lors de la course. C'est quand même 1% des lésions chez le coureur. Ça touche plus souvent le sésamoïdien médial, plus souvent les femmes. On recherchera des facteurs aggravants, type pied creux ou rétraction d'Achille. En imagerie, comme d'habitude, la radio et le scanner montreront une fragmentation, éventuellement une ostéonécrose. C'est surtout l'IRM qui fera le diagnostic avec un hypersignal au temps précoce. On bilantera l'atteinte d'un ou 2 sésamoïdiens. Et dans les stades précoces, on a un hypersignal sous la tête de M1 entre les 2 sésamoïdes. Le traitement volontiers fonctionnel, décharge, arrêt du sport, pas facile pour un sportif, mais enfin il faudra les arrêter pendant plusieurs semaines. On peut aller jusqu'à proposer un traitement chirurgical dans les formes un peu plus avancées chez les sportifs très demandeurs. Et là, on parlera de sésamoïdectomie. Mais attention, les sésamoïdiens ont une vascularisation terminale et donc il y a un risque de nécrose important. De même, une excision du sésamoïde médial par voie médiale se fera volontiers par voie médiale, mais exposera un hallux valgus secondaire, et l'excision du sésamoïdien latéral se fera volontiers par voie plantaire avec des risques nerveux et exposera un hallux varus par des insertions musculaires. Les complications sont relativement fréquentes et donc on réservera la chirurgie aux cas les plus avancés. Pour finir, une pathologie sur le long fléchisseur de la luxe. Le long fléchisseur de la luxe, il appartient au groupe des tendons extrinsèques médiaux. Anatomiquement, il présente des zonaris parce qu'il passe dans des endroits où il prend la corde. Déjà en rétromalléolaire, au niveau du canal de Richer, ce sera des pathologies de conflit poste. Sous le naviculaire, il croise le médiopied. Il croise dans un tunnel qu'on appelle le nœud de Henry. C'est une bande fibreuse avec le long fléchisseur propre des orteils. Puis, il a une bandelette fibreuse anastomotique qui est quasiment constante entre ces 2 tendons. Et il va se localiser entre les 2 sésamoïdiens, sous la plaque plantaire et au niveau du gros orteil. Donc, quand on parle de tendinopathie, classification de Rosenberg, on cherchera donc 3 types de tendinopathie. Tendinopathie hypertrophique, c'est le type 1. Ça correspond en fait à une fissure intratendineuse avec une réaction tendineuse hypertrophique. Le type 2, c'est une fissure, mais là en sablier, donc c'est une espèce d'hypotrophie. Et la tendinopathie de type 3, c'est la rupture complète. Comme je vous le disais, en arrière de la cheville, on parlera de conflit postérieur, ça c'est un autre topo. Et parfois, on peut avoir des tendinopathies au niveau du passage entre les sésamoïdiens. Il y a une particularité avec le long fléchisseur, c'est la tendinopathie fissuraire au niveau du nœud de Henry. Ça se manifeste comment? Alors en aigu, souvent c'est une chute avec un mécanisme d'entorse, puis en éversion et en hyperextension au niveau de la luxe. Et chroniquement, c'est des douleurs qui apparaissent de manière un peu chronique, c'est des tendinopathies fissuraires chez les coureurs au long cours, marathoniens, ultra-trail. La douleur, elle sera un peu particulière. Elle sera localisée sous la tête, sous le naviculaire, à la partie médiale du pied, et elle peut mimer une tendinopathie du tibial postérieur. Cette douleur, on va la préciser parce qu'elle va augmenter la flexion dorsale passive de la luxe, exactement à cet endroit-là, donc rien à voir avec le tibial postérieur, et elle augmentera également la flexion plantaire active, fatalement, contre résistance de la luxe. L'IRM fera le diagnostic, permettra de voir le type lésionnel, et on pourra plus volontiers proposer un traitement chirurgical qui pourra consister en débridement, libération, en sectionnant le nœud de Henry. Ça pourra aller jusqu'à la tubulisation en cas de rupture ou de fissure longitudinale. Donc je m'arrête là pour les différentes lésions de l'avant-pied, parce qu'on pourrait faire un topo beaucoup plus long. Et je vous remercie de m'avoir écouté sur ces quelques cas. Merci.